والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouvelle proposition des États-Unis pour le partage des zones exclusives économiques disputées entre le Liban et Israël. Le tracé d'une ligne bleue maritime semblable à celle qui fixe les frontières terrestres. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. L'ONU appelle à sauver la génération d'enfants réfugiés syriens qui représentent la moitié des 2,2 millions de réfugiés dans la région. L'Iran prévoit de geler certaines de ses activités nucléaires controversées d'ici quelques semaines, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'accord intérimaire de Genève conclu le 24 novembre. Et à suivre également dans ce journal, échec au sommet européen de Vilnius. L'Ukraine ne signe finalement pas l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne, en cause les difficultés économiques du pays. Les États-Unis ont présenté une nouvelle proposition pour le partage des zones exclusives économiques disputées entre le Liban et Israël. C'est du moins ce que rapporte le quotidien As-Safir dans son édition de ce vendredi. Selon le journal, l'adjoint au secrétaire d'État pour la diplomatie énergétique était à Beyrouth au début du mois pour tenter de résoudre le litige entre les deux pays. L'émissaire américain aurait proposé de délimiter la frontière maritime en établissant une ligne bleue maritime semblable à celle qui fixe les frontières terrestres entre Israël et le Liban. Les zones disputées ne seront exploitées par aucune des parties jusqu'à la fin de la démarcation et l'exploitation se fera d'abord dans les zones où aucun litige n'oppose les deux pays. Depuis la découverte de réserves énergétiques sous-marines susceptibles de générer des milliards de dollars, Israël et le Liban s'opposent sur le tracé de cette zone. Le Liban a été le plus grand soutien de la cause palestinienne. Une déclaration signée Najib Mikati à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le Premier ministre sortant assure que le pays a suffisamment payé le prix de la cause palestinienne en morts et en destruction. Cause qui, selon lui, n'est plus la priorité du monde arabe en raison des développements dans la région, notamment en Syrie. Mikati a par ailleurs réitéré que Beyrouth refuse l'implantation des Palestiniens au Liban, estimant qu'aucun accord de paix ne peut ignorer leur droit de retour et que toute tentative d'empêcher l'établissement d'un État palestinien ne fera qu'exacerber les tensions dans la région. Il a enfin appelé à ne pas faire des camps palestiniens des îlots de sécurité d'où sont lancées des activités terroristes. Des fidèles ont organisé la grande prière du vendredi en plein milieu de la route internationale de Masna qui mène au point de passage vers la Syrie. C'est le cheikh salafiste Dar el-Islam Eshahal qui a mené la prière. L'objectif des fidèles, protester contre l'arrestation de religieux sunnites hostiles au régime syrien. La circulation a dû être bloquée sur cette artère très fréquentée. C'est en effet le principal point de passage entre le Liban et la Syrie. Un important dispositif de l'armée a également été mis en place pour éviter tout débordement. Il représente la moitié des 2,2 millions de réfugiés syriens enregistrés dans la région. Toute une génération d'enfants syriens traumatisés, isolés et privés d'éducation. C'est toute une génération qui sera sacrifiée à cause de la guerre en Syrie si la communauté internationale n'agit pas rapidement. Selon un rapport de l'ONU, environ 284 000 enfants syriens ont trouvé refuge en Turquie, 385 000 au Liban et plus de 290 000 en Jordanie. Il s'agit de la première étude approfondie réalisée par le HCR au sujet des enfants syriens depuis le début du conflit en mars 2011. Un peu plus tôt, j'ai parlé à la porte-parole du HCR au Liban. On l'écoute. Ce rapport qui est sorti aujourd'hui est sorti après une recherche qui a eu lieu au Liban et en Jordanie pendant 4 mois. On a interviewé 282 enfants des réfugiés syriens et leurs parents. Les rapports donnent une idée de l'impact dévastant que
que les conflits et la vie en tant que réfugiés a sur la psychologie et la vie des enfants réfugiés. On a plus que 1,1 million d'enfants réfugiés syriens qui vivent en Jordanie et au Liban. Seulement au Liban, on parle de plus que 400 000 enregistrés avec la CR. Ils sont blessés psychologiquement et parfois aussi on reçoit des enfants qui ont été blessés physiquement par les conflits. Je dirais que la statistique plus choquante qui sort de ces rapports, c'est le fait que les 29% d'enfants on dit qu'ils sortent de leur maison, si on peut appeler maison, parfois des tentes dans des conditions horribles dans lesquelles les familles de réfugiés vivent, une seule fois par semaine. Ça donne vraiment l'idée de l'impact psychologique que ces conflits ont sur le fait que les enfants parfois, bien sûr, les enfants qui ne sortent pas plus qu'une fois par semaine ne vont pas à l'école. On a au Liban seulement plus que 200 000 enfants réfugiés syriens qui ne sont pas dans l'école et on est en train de faire des efforts énormes avec les ministres de l'Éducation pour justement amener les plus d'enfants syriens possibles dans l'école pour ne pas gâcher complètement leur futur et le futur de la Syrie, mais c'est vraiment difficile ici au Liban. Et à part l'éducation, quelles sont les actions du HCR sur le terrain pour justement améliorer la situation de ces enfants ? Bon, on a beaucoup de soutien psychologique qu'on fait avec les enfants. Cette année seulement au Liban, avec l'UNICEF et des autres partenaires, beaucoup d'ONG qui travaillent avec nous. Nous, on a rejoint 150 000 réfugiés, enfants réfugiés, pas seulement avec du counseling individuel pour les enfants qui sont plus traumatisés, mais aussi avec des activités de récréation pour les enfants qui sont aussi très puissantes et nécessaires pour des enfants qui en fait ils n'ont pas la possibilité de vivre une vie d'enfant normale et d'avoir les droits à jouer, à aller à l'école comme tous les autres enfants du monde. Dans un instant, direction la Thaïlande où les manifestants entrent de force dans le QG de l'armée. Les détails après la pause. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Fin décembre ou début janvier, c'est la période à laquelle l'Iran va commencer à geler certaines de ses activités nucléaires controversées, et cela pendant 6 mois. Cette suspension est prévue dans l'accord conclu la semaine dernière avec les grandes puissances. Téhéran s'est engagé à cesser l'enrichissement d'uranium à plus de 5% pendant 6 mois, à suspendre la construction du réacteur d'Arak et à accorder un accès des inspecteurs internationaux aux sites sensibles. Cela en échange d'un gel partiel des sanctions internationales qui étouffent l'économie iranienne. Nouvelle découverte macabre en Irak. Les cadavres de 18 personnes ont été retrouvés au nord de Bagdad. Les corps portent des traces de balles à la tête et à la poitrine. Ils ont été découverts dans une zone agricole à l'abandon près de Tarmiya. Parmi les victimes se trouvent 2 chefs tribaux, 4 policiers et un commandant de l'armée. Les 18 personnes avaient été enlevées quelques heures plus tôt par des hommes en uniforme militaire à bord de véhicules aux couleurs de l'armée. Les ravisseurs avaient expliqué aux familles des victimes qu'ils voulaient les interroger dans le cadre de diverses enquêtes. Un Interpol régional, c'est ce que proposent les 6 monarchies du Conseil de coopération du Golfe. Elles ont approuvé la création de ce corps unifié de la police au terme d'une réunion à Manama au Bahreïn. Sa mission, favoriser une meilleure coordination et un échange d'informations entre les polices des 6 pays membres, notamment concernant les crimes organisés et transfrontaliers qui menacent la région. Ces monarchies s'inquiètent par exemple des ambitions régionales de leurs voisins iraniens. Elles ont ainsi annoncé ces dernières années le démantèlement de plusieurs cellules terroristes à la solde de la République islamique. Pas de miracle au sommet de Vilnius, l'Ukraine n'a pas signé l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. En cause, selon le président Viktor Yanukovych, les difficultés économiques de son pays, notamment la dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Le chef de l'État ukrainien a cependant proposé l'ouverture de discussions trilatérales Russie, Ukraine, Union européenne. Mais les 28, eux, restent focalisés sur un accord et espèrent une signature en février. On écoute la réaction de François Hollande. Pour l'Ukraine, ce partenariat était ouvert et il le reste. C'est-à-dire que cette perspective d'association, c'est d'abord
aux Ukrainiens qu'il importe de la vouloir, de la porter. La porte, en revanche, restera toujours ouverte pour les Ukrainiens, à condition qu'ils le veuillent eux-mêmes. Et ce n'est pas aux Européens de prendre la décision pour les Ukrainiens. Direction la Thaïlande à présent, où depuis des semaines, le mouvement de contestation ne fléchit pas. Les manifestants réclament le départ du gouvernement thaïlandais. Ce matin, c'est plus de 1000 opposants qui ont occupé temporairement le quartier général de l'armée. Ils veulent savoir quel camp l'armée a choisi, le peuple ou le pouvoir. Un pouvoir incarné par Yingluck Shinawatra et son frère Thaksin, ancien Premier ministre renversé par un coup d'État en 2006, mais qui reste au cœur de la politique du royaume malgré son exil à Dubaï. Les manifestants sont descendus dans les rues de Bangkok lorsque le parti de Yingluck a tenté de faire passer un projet de loi d'amnistie qui aurait blanchi son frère de sa condamnation pour corruption en 2008. Malgré le rejet du texte au Sénat, les manifestants ne décolèrent pas. 3 semaines après le passage dévastateur du typhon Haiyan sur les Philippines, il faut tout reconstruire. À Tacloban, sur l'île de Leyte, Médecins sans frontières a mis en place un hôpital gonflable face à l'afflux de patients et aux dégâts subis par les infrastructures sanitaires. L'ONG travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. Le centre MSF est devenu la principale structure de référence de la zone. Reportage. La vie reprend peu à peu son cours à Tacloban. Chacun participe au retour à la normale et certains médecins recommencent leurs activités. Mais face à l'afflux de patients et aux dégâts subis par les infrastructures sanitaires, MSF a mis en place un hôpital gonflable de 45 lits dans l'enceinte de l'hôpital Bethany et travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. Le centre MSF est devenu la principale structure de référence de la zone. On reçoit principalement depuis le début des plaies suite au typhon qui sont infectés ou qui ont du mal à cicatriser, mais aussi des patients que nous réfèrent soit l'OPD en face, soit nos projets qui sont sur Palo et Tanawan. En quelques jours, l'équipe médicale de Bethany a reçu plus de 300 patients en consultation externe et admis une 50aine de personnes dans le service des urgences. Certains, comme cet homme, ont besoin d'une opération. C'est un patient diabétique qui devait déjà avoir un pied un peu infecté avant le typhon, mais qui depuis le typhon avec sa rupture de traitement s'est évidemment aggravé. Donc le chirurgien est en train de discuter de l'éventualité d'une amputation avec lui et lui demander s'il est d'accord ou pas. Les blocs opératoires de l'hôpital en dur ont été remis en état avec l'aide de MSF et c'est ici que l'équipe médicale emmène le patient diabétique. Passé la catastrophe, certaines personnes peuvent aussi souffrir de traumatismes psychologiques. Ceux qui en éprouvent le besoin peuvent donc rencontrer un psychologue dans l'hôpital qui les aidera à surmonter la période la plus difficile. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouvelle proposition des États-Unis pour le partage des zones exclusives économiques disputées entre le Liban et Israël. Le tracé d'une ligne bleue maritime semblable à celle qui fixe les frontières terrestres. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. L'ONU appelle à sauver la génération d'enfants réfugiés syriens qui représentent la moitié des 2,2 millions de réfugiés dans la région. L'Iran prévoit de geler certaines de ses activités nucléaires controversées d'ici quelques semaines. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'accord intérimaire de Genève conclu le 24 novembre. Et puis échec au sommet européen de Vilnius, l'Ukraine ne signe finalement pas l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. En cause, les difficultés économiques du pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Babary à la barre du prochain JT. Excellente suite de programme sur notre antenne et bon week-end. الانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا